Bon, alors je vais avoir un regard en quelque sorte complémentaire et plus corporatiste d'une certaine manière, hein, puisque je vais beaucoup parler du monde de la recherche, de l'impact de la réforme des retraites pour nous, voilà. Si ça a l'air de vouloir bien marcher. Alors, il y a, si vous voulez, le point de départ, c'est peut-être un élément qui peut être étrange d'un point de vue d'économie politique. C'est pourquoi donc le gouvernement se lance simultanément dans une réforme des retraites et une loi de programmation de la recherche. Ça paraît fou, c'est ça qui tend à mobiliser encore plus au sein du monde académique. C'est ça qui fait aussi qu'on peut retrouver des économies dans des manifestations alors qu'ils n'étaient pas au départ. Et donc, voilà, c'est un petit peu absurde, en soi absurde. Alors, peut-être le premier point, c'est d'essayer, en tout cas, c'est mon interprétation, mais j'ai quand même quelques raisons de l'avancer, du fait de cette simultanéité. Alors, pour aller vite, le DIRDA, c'est les dépenses intérieures de recherche des administrations. Ça signifie en fait tout l'effort de l'État employeur dans la participation de la recherche et développement dans une nation. Donc c'est le CNRS, les universités, etc. essentiellement, hein, enfin CEA, en fait, donc tous les EPST, les EPIC et les universités. Ça représente à peu près 18 milliards d'euros actuellement, c'est 0,8% du PIB français. Alors il se trouve qu'il y a, disons, une sorte d'artifice comptable dans ces 18 milliards d'euros. Cet artifice comptable, c'est que les cotisations retraite des employeurs des agents de l'État, donc par exemple un chercheur CNRS, un chercheur INRA, payent ce dont a parlé Maxime précédemment, des taux de cotisation extrêmement élevés, employeurs, qui sont aux alentours de 75% du salaire brut. Et tout cela sert à équilibrer le régime de retraite des fonctionnaires civils. Alors, cet élément-là fait que, voilà, d'une certaine manière, on gonfle de manière artificielle les sommes qui sont offertes à la recherche, puisque, en fait, ces sommes-là servent à financer des pensions passées, qui sont d'ailleurs pas du tout des pensions nécessairement de chercheurs et d'universitaires, puisque le boom de l'université, c'est plutôt les années 1990, et donc on finance plutôt des fonctionnaires, des postes, etc., donc si on avait vraiment voulu appliquer la LOLF, ça serait des taux nettement plus bas. Alors, ce que l'on, pour vous, en outre, il y a un effet dynamique, c'est-à-dire depuis 15 ans, l'essentiel de la montée des dépenses officielles de l'État pour la R&D de ces administrations a été absorbé par l'augmentation de ce taux. Alors je vous montre dans cette courbe, hein, on était aux alentours de 50% en 2006, et donc on est à ces 74% aujourd'hui. Alors la France, c'est à ma connaissance, il y a l'INSEE qui commence à arriver à faire... la France est, à ma connaissance, le seul pays à faire cette forme d'entourloupe, en quelque sorte. Par exemple, en Allemagne, le taux de cotisation pour un chercheur, fonctionnaire, c'est 10%, le taux employeur. Et le différentiel, parce qu'il faut quand même payer les pensions, eh bien, c'est de la subvention directe donnée par l'État allemand au régime de pension. Et donc, ce n'est pas du tout comptabilisé, cette subvention directe, dans les dépenses de recherche et développement, alors qu'en France, c'est comptabilisé dans les dépenses de recherche et développement. Donc en Allemagne, enfin, pour l'ensemble des retraites, ça donne 90 000, l'État donne au régime de pension 90 milliards d'euros tous les ans pour équilibrer les régimes de pension. Alors, qu'est-ce que va faire la fameuse loi hein, de régime unique? C'est qu'elle va aligner tous les taux. Alors, ce qu'il y aura dans une ordonnance, l'ordonnance va indiquer dans quel rythme, comment ça va se faire, mais normalement c'est au maximum 15 ans, pour aligner les taux dans le public et dans le privé. Donc en fait, la courbe va faire cette cloche-là, alors c'est vraiment... C'est une simulation de ma part, hein, on ne sait pas du tout quel va être le rythme. Mais cette cloche va faire qu'on va révéler progressivement
la réalité de l'effort de recherche et développement de la part de l'État français. Et en fait même, je dirais, je pense que voilà, je serai à l'OCDE, à Eurostat, je défendrai le fait que maintenant qu'il n'y a pas de différence entre le régime public et le régime privé, il faudrait dès à présent, non pas attendre cette sorte de courbe descendante, mais dès à présent considérer que le vrai taux, il est de l'ordre de 20% et il n'est pas de l'ordre de 75%. Ce qui fait que, alors soit ça va se faire brusquement, soit ça va se faire progressivement, il va apparaître que la France ne dépense pas 0,8% de son PIB par an pour les dépenses intérieures de recherche et développement de ses administrations, mais bien moins, en dessous de certainement 0,7, peut-être 0,65%, ce qui nous mettra très très loin de l'Allemagne qui est à 0,9 par exemple, et l'Allemagne on dit ben voilà on est à 0,8, ils sont à 0,9, on n'est pas si loin des Allemands, donc il n'y a pas besoin nécessairement de faire plus d'efforts, etc. Alors, à partir de là, il fallait prendre une décision politique. Est-ce qu'on accepte le fait que, du fait de la réforme des pensions qui va révéler la faiblesse de l'effort réel de la France en termes de recherche et développement, on laisse cette chose apparaître, ou bien, ben, finalement, on prend la décision qu'il faut essayer de maintenir l'effort apparent. Et donc, si on veut maintenir l'effort apparent, il faut en fait augmenter l'effort réel de recherche et développement. Et c'est ça qu'il y a dans l'objectif de la LPPR, c'est non pas d'atteindre ces 3% qui vont être indiqués, mais c'est d'éviter que ça baisse. Et donc de maintenir aux alentours de 0,8. Alors, comment le faire? Alors c'est là où il y a une intervention plus politique en quelque sorte, enfin une deuxième étape d'enjeu politique, on prend la décision d'augmenter, enfin, il faut augmenter le financement de la recherche publique, qui peut être un financement fait par des acteurs privés directement ou par des acteurs publics. Et ce qui a été décidé, c'est d'en profiter pour faire une augmentation inégalitaire et d'essayer de promouvoir à la fois un financement de l'État, ça coûte cher, et donc d'essayer d'avoir des financements privés, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'activités contractuelles, de partenariats public-privé qui irrigue le monde de l'université. Et donc le but de la LPPR est de donner les structures qui vont, elles sont déjà en partie présentes, on le voit, il y a des fondations, un petit peu maintenant dans beaucoup de sites, mais d'accélérer cette mécanique. Bon, donc là je vous ai parlé, c'est pour faire donc c'est un des éléments de lien. Alors évidemment, le second élément de lien, c'est que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, on l'a déjà dit, ont peu de primes et vont être très fortement frappés par la réforme des retraites. Alors, ce que je veux, si on veut tirer le fil en quelque sorte jusqu'au bout, il s'agit de voir qui va, dans toute cette mécanique-là, s'il ne va pas y avoir qu'est-ce que ça veut dire inégalitaire? Est-ce qu'il va y avoir, qui sont les gagnants, les perdants? Je ne vais pas faire, là je suis incapable de vous faire des simulations, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas nécessairement accès aux sources, même beaucoup de sources, on n'y a pas accès. Donc je vais vous donner voilà, des sortes de chiffres au doigt mouillé. Mais alors avant cela, il faut comprendre que le monde, notre monde de l'ESR, donc pour l'instant je vais me concentrer sur les chercheurs, il y a aussi toute une problématique ITA, bien évidemment, mais à la limite on a des sources plus fiables sur les chercheurs. Alors déjà, il faut avoir en tête que les inégalités sont massives selon le genre et selon les disciplines. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, qui est donc la proportion au sein du CNRS de directeurs, directrices de recherche, excusez-moi, c'est 2 classes exceptionnelles, c'est pas la proportion, donc là vous avez un nom nommé, c'est 2 classes exceptionnelles, donc c'est le haut du haut du haut de la profession des chercheurs au CNRS, que j'ai rapporté au taux de féminisation de chacune des sections. Alors, c'est en soi vraiment totalement caricatural. La section la plus féminine du CNRS, qui est la 38, la section anthropologie, a strictement 0 directeur de recherche de classe exceptionnelle. Alors, on peut faire toute la liste. Alors évidemment, là, donc, vous avez les sciences du langage, vous allez avoir ensuite la philo, la socio, etc.
Bien. Alors, au sein de SHS, il y en a un outlier qui est l'économie et la gestion. La section 37, qui, vous voyez, est la troisième plus forte proportion de directeurs de recherche de classe exceptionnelle. Et parmi les sections SHS, c'est celle qui est la plus masculine. Bien. Et cette proportion est tellement importante qu'au sein de l'INSHS, la moitié des directeurs de recherche et directrices de recherche de classe exceptionnelle sont en section 37. Et l'autre moitié, c'est pour tous les 9 autres sections. Bien, donc il y a un élément, enfin, donc là, je sais pas, les maths se promènent juste à côté de l'économie, là-bas, enfin bon, bref, c'est pas en soi surprenant. Il y a un ou deux outliers dans le domaine de la biologie, hein, notamment ceux qui sont les plus proches du monde médical, qui sont hôtes pathogènes. La section 27, qui est très féminine, mais qui a d'autres familles. Donc il y a des inégalités très importantes, et on peut les représenter même... là, je vous ai parlé de la fin, en quelque sorte, de la carrière, parce que finalement, la fin de la carrière, c'est ce qui détermine aujourd'hui le niveau de pension. Donc ça, c'est complètement stylisé, mais en gros, plus vous êtes dans une discipline qui est féminisée, et plus vous êtes femme, hein, plus c'est un monde, je qualifierais d'érudition, en quelque sorte, plus vous allez retrouver dans une trajectoire qui est celle qui est décrite en bas, c'est-à-dire un démarrage dans une situation de précarité, des difficultés pour avoir des financements doctoraux, une accumulation de contrats courts, puis après une longue période où on va être maître de conf ou chargé de recherche, avant d'arriver avec, par exemple, son ouvrage de référence qui permet enfin de sauter dans une direction de rang. Et au contraire, dans d'autres champs du savoir, on va avoir une arrivée nettement plus rapide dans un poste titulaire et une progression en rang A qui est extrêmement accélérée. Donc là, si on prend toujours, je vais vous faire de manière un petit peu systématique, économie, anthropologie, hein, puisque ces deux éléments, je vois bien, vous avez sur les deux pics passages de rang A, la différence d'âge est de 10 ans entre anthropologie, que ce soit côté universitaire comme CNRS, par rapport à l'âge d'économiste. Donc, ça ne serait pas en soi, c'est pas si grave que ça, donc ça c'est les chiffres plutôt CNRS, alors c'est un petit peu à la louche. Alors, dans mes estimations, donc, bon, j'avais, donc à une époque j'étais président de section CNRS en 37, et donc j'avais plus d'informations, mais on peut dire qu'en gros, aujourd'hui, en fin de carrière, un économiste au CNRS touche 4 000 € bruts de retraite, ce qui est une retraite tout à fait confortable. Et plutôt d'ailleurs une anthropologue, c'est pas si éloigné que cela, hein, mais c'est quand même bien plus bas, aux alentours de 3 200 euros bruts de retraite. Alors, il y a un petit peu d'effet aussi de durée de cotisation, enfin, il y a toute une série de mécaniques qui rentrent en place. Alors maintenant, ça ne va pas vous surprendre, évidemment, si on fait une réforme qui prend en compte toute la carrière au lieu de la fin de la carrière, eh bien, il va y avoir un impact qui va être nettement plus marqué pour le cas des anthropologues que des économistes. Mais en plus, il y a un autre facteur. Et ça, ce facteur est quand même très important, c'est que c'est vrai pour les économistes, mais aussi pour d'autres champs du savoir, il y a de très nombreux cumuls d'activités, privées ou publiques, qui, dans la réforme des retraites, vous voyez, lorsque quelqu'un touche un complément de retraite, disons dans des étages supérieurs, bien, ce complément de retraite, aujourd'hui, dans le système actuel, ne comptera pas pour sa retraite, ou que marginalement à travers le système Agirc-Arrco. Dans le nouveau système de retraite, il va entièrement compter dans la base de sa retraite. Et donc, on a une dynamique qui est, sans réforme de la LPPR ou autre, finalement, sans LPPR, il y aura quand même une perte, puisqu'on n'a pas parce qu'il y a bien moins de primes que dans certaines fonctions publiques, etc. Mais, voilà, le différentiel entre l'économiste et l'anthropologue, qui au départ était de l'ordre de 800 €, il devrait passer aux alentours de 1300, 1400 €. Bien, donc,
en soi, cette réforme des pensions dans notre monde va accentuer les différentiels de genre, les différentiels entre les disciplines, dans la perspective des pensions. Alors, une manière de dire à ce moment-là, puisqu'on a des inégalités, il faudrait construire une LPPR qui va non pas les accentuer, mais les diminuer. Or, c'est tout le contraire que ça met en œuvre. Alors, il y a quand même un élément, un élément qui est celui de la revalorisation des entrées de carrière. Donc, évidemment, c'est la première chose qu'a annoncé la ministre Vidal, c'est qu'on va, c'est cette histoire au minimum de SMIC, et puis, en fait, une forme de carrière plate. Alors, c'est un petit machin violet, voilà comment on transforme un petit peu la carrière, et donc ça, c'est un facteur plutôt égalitaire, plutôt d'aplatissement global des carrières des uns et des autres, et donc ça va, dans le nouveau système, améliorer les pensions, un petit peu mécaniquement, parce que c'est sur toute la carrière, et que vous améliorez le départage de carrière, et vous l'améliorez pour tous, et de la même manière, donc, en tout cas, démarrage au moment de la titularisation. Alors on ne sait pas très bien si ça va être des primes, si ça va être dans l'indice, etc. Ça, c'est pas très grave de toute manière, puisque tout est mis ensemble. Bon, mais alors, évidemment, quand même dans la logique politique actuelle, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va permettre de faire plus d'échanges avec le privé, et puis c'est pas ça qui va permettre de rémunérer plus ceux qui sont les meilleurs. Alors il faut définir ce que sont les meilleurs, mais les meilleurs, on le voit déjà, ce sont ceux qui ont des carrières qui sont les plus rapides et les plus ascendantes. Donc, il faut arriver à faire ça, mais en même temps, on a envie de se anglo-saxoniser en quelque sorte, et d'avoir dans le même temps un contrôle de plus en plus important de la production scientifique. Donc pour faire cela, on renforce la contractualisation, les histoires de tenure track, les contrats de chantier, etc. Et donc on va précariser de manière nette l'ensemble des démarrages de retraite, de carrière. Donc ça signifie en fait que vos carrières, que ce soit pour l'économiste ou pour l'anthropologue, vont se déplacer, vont démarrer plus tard. Ce qui veut dire que ça va rendre, même si tout le monde part à 68 ans à la retraite, ça va faire qu'on ne va pas atteindre les mêmes niveaux qu'auparavant. Sauf que l'économiste a le temps de se rattraper en quelque sorte. Alors que l'anthropologue qui aura commencé vraiment trop tard, eh bien il n'arrivera pas à rattraper le même niveau ou s'approcher du même niveau que ce qu'il pouvait avoir auparavant. Donc, ne serait-ce que mécaniquement, cette précarisation fait des perdants, surtout dans une dynamique, dans une perspective où il faut prendre en compte l'ensemble d'une carrière, mais va toucher plus particulièrement les disciplines qui, structurellement, ont des carrières qui sont plus lentes. Mais vous voyez, structurellement, au sens que c'est vraiment la création même du savoir qui demande une maturation plus importante, etc. Bien. Alors sur ce, il y a en plus tout un schéma, je vais bientôt terminer, qui sont, justement, on veut avoir plus d'activité avec le privé, on veut on veut augmenter la masse salariale, et donc ça va se faire à travers des éléments de facilitation de la mobilité de public et privé, des possibilités de cumul avec des activités privées, donc on pourrait être 50% chercheur, 50% chercheur on peut être chercheur dans son laboratoire, actuellement on peut être 20% à l'extérieur, on peut pouvoir être 50% à l'extérieur dans des entreprises privées. On va voir ce qui est déjà possible avec des fondations qui seraient réalisables dans une université ou au CNRS ou autre, c'est des primes sur ressources propres. C'est-à-dire que dès qu'il y a des contrats, de considérer qu'une partie du contrat doit revenir comme prime au chercheur qui a obtenu ce contrat. Bon, il y a toute une série aussi d'introductions de primes discrétionnaires. Alors évidemment, ça va être très inégalitaire. C'est-à-dire que vous avez des disciplines où il va y avoir une capacité d'avoir ces interactions avec le privé, de faire des allers-retours et d'obtenir des contrats avec des sommes importantes. Bien. Et donc ça va se traduire, alors bon, c'est un petit peu caricatural en quelque sorte, mais voyez l'anthropologue, on ne va pas voir vraiment ce qu'il va pouvoir
arriver à voir comme levier, alors qu'évidemment l'économiste, il va avoir un levier très significatif. Et donc ce type de schéma ne peut que renforcer les inégalités présentes et faire qu'au bout du bout, enfin j'ai fait des petits calculs comme ça à la main, ça va faire que très probablement, réforme des retraites plus, etc., non seulement en moyenne les économistes auront des rémunérations le long de leur carrière plus importantes, mais auront en plus des retraites plus importantes que dans le système actuel de retraite. Donc c'est pour rassurer certaines de mes collègues. Mais évidemment, pour les anthropologues, c'est quand même totalement une autre histoire. Alors, là où c'est aussi, vous pourriez dire c'est une question de chercheur ou autre, l'autre facteur, c'est que ça va toucher les ITA. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir possibilité, justement, sur ces ressources propres, de rémunérer les ITA en prime. Et donc, évidemment, les laboratoires riches, les laboratoires qui ont beaucoup de contrats, vont, pour la cohésion interne de l'équipe, pour attirer les meilleurs ITA, avoir recours à ce type de prix. Donc, vous comprenez bien que dans un laboratoire d'anthropologie, ensuite, lorsqu'il s'agira de faire venir des ITA sur un OMI ou autre, pas beaucoup de candidatures quand à côté d'autres laboratoires nettement plus dotés ou dans des disciplines plus dotées ouvriront des postes. Donc ma conclusion, si vous voulez, de tout ça, c'est que peut-être ce qui doit nous, comme voilà, scientifiques intellectuels, nous inquiéter le plus, en dehors du fait, voilà, on peut être pour ou contre l'irruption du privé au sein de la recherche publique. Mais dans l'état actuel, on a clairement un effet d'interaction des deux réformes qui risque de tuer certains pans des SHS. C'est-à-dire que, franchement, dire aujourd'hui à un jeune « fais une thèse en anthropologie », c'est criminel, je dirais, d'une certaine manière. Et ça va être vrai pour d'autres disciplines. Et même si vous ne le lui dites pas, il ou elle va assez rapidement s'en rendre compte. Et puis si vous n'avez plus d'ITA, vous n'allez pas pouvoir faire tourner vos laboratoires. Donc on a une forme aujourd'hui en quelque sorte de machine infernale qui s'est mise en place et qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu constater dans d'autres pays, par exemple au Japon. Alors c'est d'autres types de réformes qui sont rentrées en jeu, mais c'est la machine infernale japonaise, c'est finalement traduite, et c'est l'augmentation de la contractualisation, se traduit par des fermetures massives de départements d'humanité. Il ne reste plus que de SHS, il ne reste plus que économie, finance et droit, qu'on peut rajouter aussi, qui font partie des pôles gagnants. Tout le reste est complètement là. Voilà. Puis on n'a pas besoin d'historiens, par exemple, on a Stéphane Bern, donc... Et Zemmour comme anthropologue, c'est bon. On est en retard, mais on vous propose quand même 10-15 minutes. Oui, on peut manger sur le goûter. Ah oui, on est carrément... Non, je vous ai assommé. Moi, c'est pas très pratique, mais j'en avais une. Donc, j'ai bien compris que tes calculs étaient à la louche, mais j'étais surpris de voir que tu avais un très faible écart dans les retraites si on ne tient pas compte des surplus de salaire, des compléments de salaire. Grosso modo, moi, je l'ai calculé à la louche, mais dans un cas, il y avait 20% d'écart et dans les 23, et j'ai trouvé que c'était faible. Oui. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est pas... Enfin, bon, non, ça doit être un petit peu plus important que les REN 3. Parce que c'est un petit peu comme ce qu'on décrivait précédemment. C'est-à-dire qu'il y a...
y a un double effet. Il y a l'effet qu'on va tenir moins compte de la fin de la carrière, mais en même temps, dans ce schéma-là, on prend l'ensemble de la carrière et tous les éléments, pour le fameux anthropologue, tous ces éléments où il était en précarité, oui, où elle était en précarité, et il y avait quand même des revenus. Donc, c'est un petit peu que la discussion précédente, est-ce que hacher, pas hacher, c'est bon ou mauvais, ça a tendance à finalement se contrebalancer dans le cas de l'anthropologue. C'est pour ça que finalement, le différentiel n'est pas si massif que cela. Voilà, ça aurait été pire si on avait finalement décidé que ça ne serait que sur les 20 meilleures années, par exemple. Ouais. Moi j'avais simplement une question sur la conclusion où vous dites que l'interaction de la LPPR et des retraites va détruire des pans entiers de SHS. En fait, j'ai l'impression que la LPPR va le faire toute seule comme une grande. Non, pas uniquement. C'est-à-dire que même si la LPPR le faisait, il y avait toujours un espoir d'avoir au bout une bonne pension. Et là, on détruit cet espoir. C'est-à-dire non seulement vous, si vous voulez, dès aujourd'hui, c'est des éléments de sacrifice dans certaines disciplines, on va accéder à une titularisation tardivement, etc. Mais il y a cet élément, je vais avoir une pension de niveau correct. Aujourd'hui, il va y avoir à la fois, pendant votre carrière, vous allez être dégradé, et en plus, votre pension va être extrêmement dégradée. Et donc, c'est la somme en quelque sorte des deux qui je pense, un élément de menace mortelle. C'est-à-dire que lorsque il y a ce discours à niveau équivalent, enfin on va mettre des pensions au niveau équivalent de tel corps, c'est en moyenne. Alors, pour reposer ma question, selon vous, sans réforme des retraites, l'anthropologie va survivre à la LPPR? Ben, non, pas nécessairement. Je suis pas en train de... Non, je dis que le cumul des deux, ça fait beaucoup, voilà. Oui, ben, il y a... Voilà, c'est un effet multiplicateur. Il est possible qu'elle ne survive pas, et que ce soit même un des objectifs politiques que ce type de discipline ne survive pas. Voilà. Mais bon, enfin, à nouveau, mon idée était d'essayer de bien, au maximum, de vous faire comprendre les effets croisés de ces deux réformes et de leur simultanéité. Ça, il faut demander, il y a des anthropologues dans la salle? Non, il y a des raisons pour cela, parce qu'il y a d'abord un travail de terrain qui est absolument considérable au départ, les thèses sont nettement plus longues, ensuite il y a une valorisation de ces travaux qui demande un temps nettement plus long, et il y a une exigence qu'on trouve dans beaucoup de disciplines, que pour passer rang A, il faut montrer qu'on a été en capacité de faire il y a une vraie valeur à l'HDR, une vraie mise à plat de l'ensemble de ses connaissances et de sa compréhension d'un phénomène. Donc c'est plutôt, vraiment, et c'est pas une particularité française, c'est vraiment le déroulé d'une science qui est différente de celle de notre champ du savoir. Et donc, d'une certaine manière, on sait qui est meilleur, voilà, plus tardivement que dans d'autres champs, et donc les carrières prennent plus de temps. Donc, tant que les carrières au bout du bout se rapprochent fortement, ça n'a pas trop d'impact sur les pensions. Oui, donc ce que tu dis, une chose je crois très importante, c'est que l'effort pour la recherche est public, si j'ai bien compris, 0,8% aujourd'hui en comptant les cotisations retraite appliquées à des administrations publiques de 70%, donc, pour la part employeur, et finalement le passage de ces pensions publiques vers le système général à points va se traduire par une sorte de vérité des prix en faisant apparaître, disons, un taux de 20% de cotisation, le reste étant pris, si j'ai bien compris, par par un système d'équilibre au niveau de l'ensemble. En tout cas, le fait est qu'on va sortir en quelque sorte ce surcroît de cotisation de la dépense pour la recherche
dans le domaine public. Alors, est-ce que ça, tu dis que cette sortie est ce qui dégage l'élément qui va permettre de revaloriser les carrières salariales? Oui, alors, oui et non. Est-ce que j'ai bien compris? Et est-ce que c'est la motivation des réformateurs? Alors, du côté réformateur des retraites, certainement pas. Du côté LPPR, c'est plutôt une urgence à éviter que facialement le rang de la France n'apparaisse. Voilà. C'est-à-dire qu'au normalement, le niveau ne serait pas de 0,8, mais plutôt de 0,65. Ce qui en soi, on verrait le gap entre 0,65 et le 0,9 allemand. Et donc là, il y avait un choix politique à faire, et ce choix politique à faire a été, eh bien, tant pis, on a fait pendant longtemps de l'artifice comptable, on ne va plus faire aujourd'hui de l'artifice comptable. Bien, alors ça ne veut pas dire qu'il y ait une manne qui apparaisse. Il va bien falloir à la fois financer les retraites et, d'un autre côté, financer ces augmentations. Et c'est pour ça que ce qu'il y a dans la LPPR, c'est d'essayer de financer au maximum ces augmentations par le secteur privé, qui viendrait contractuellement abonder les universités et le monde de la recherche, sur lequel les fonctionnaires se rémunéreraient. Voilà, donc pour essayer que le poids pour l'État soit le moindre possible. Bon, au total, c'est quand même pas des affaires de somme énorme. On est aux alentours de 3-4 milliards d'euros, c'est-à-dire la suppression de l'ISF.